Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie mon ami le professeur Melles de m'avoir associé à cette journée. Et à travers lui, je remercie l'équipe du service d'urologie du CHU de Fès, à leur tête notre professeur, notre maître, le professeur Farid, pour l'organisation de cette journée. Donc, je vais essayer un petit peu de décrire la technique de DNLP en position latérale modifiée et de vous montrer pourquoi j'aime bien cette technique. Donc, d'abord, dans toutes les chirurgies, qu'elles soient endoscopiques, ouvertes, laparoscopiques, la position, une correcte position représente la moitié de l'opération. Et en matière de NLPC, la position doit être confortable, doit être avec le maximum de sécurité pour le patient et de donner un accès optimal pour la cible qui est le calice. Donc, la technique chirurgicale idéale en matière de lithiase doit être le succès est évalué par le stone free, par moins de complications et par la rapidité de l'intervention. Moi, je pense que la NLPC en position latérale modifiée, avec ces trucs et astuces, nous offre beaucoup d'avantages. Donc cet homme, c'est mon mentor, le professeur Mohamed Lazraq, a été le premier au Maroc à faire une NLPC en position supine modifiée. Lui, il préfère appeler sa position latérale modifiée, non pas supine. Donc il a commencé en position prone en 97. Après, vu qu'il a changé d'hôpital, etc., il n'y avait pas beaucoup de staff pour la nécessité de passer beaucoup de temps pour retourner le patient, etc. Donc il s'est mis complètement depuis 2003 en position latérale modifiée. Donc vous voyez bien, même avant 2007, avant la position de Galdakao, mais sa position n'a été publiée qu'en 2011. Et dans mon hôpital, l'hôpital Arsani, c'est notre position standard depuis 2011. Donc comment je fais la NLPC dans cette position? D'abord, bien sûr, comme vous le savez bien, il faut bien lire le scanner. Chez ce patient, c'est un coraliforme partiel avec une pièce pyélique et des prolongements au niveau caliciel. Et vous voyez bien qu'il y a le côlon, il est en latéro-rénal, donc il faut un petit peu faire un focus sur le côlon après. Donc pour notre position, le patient est sous anesthésie générale, il y a qui préfère la rachianesthésie. Donc on n'est que deux, mon ami Mohamed et moi, à faire la position, donc, qui est assez simple. On met le patient strictement, le dos du patient en position latérale, stricte à 90 degrés. On fixe le dos du patient par une bande ou par un élastoplaste. Après, donc, on va faire descendre les membres inférieurs, le membre inférieur homolatéral et contralatéral le plus bas possible pour ouvrir l'angle entre la crête iliaque et le rebord costal. Donc vous voyez bien, on descend très bas, on descend aussi le membre contralatéral. Donc ça nous offre un champ de travail qui est assez large. Donc vous voyez bien la position finale, on fait le marquage. Il y a qui préfère faire le marquage avant ou après avoir fait l'opposition. En général, non, on fait après. Donc vous voyez bien, après à la fin, on met un petit sérum salé, un petit bac sous la fesse homolatérale pour bien dégager. Donc vous voyez bien là les mouvements du néphroscope dans tous les plans, on a un large espace de travail. Donc là, c'est la position finale. Chez ce patient, comme tout à l'heure, il y avait un côlon latéro-rénal, donc on a préféré faire une échographie avant de démarrer pour bien vérifier. Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'interposition de côlon entre la peau et le rein. On voit bien le calcul. Donc il y a des équipes qui font ça systématiquement avant la NLPC. Ils font une échographie pour vérifier la position du côlon. Et là, vous voyez bien un seul champage, on ne retourne pas le patient, et un maximum de stérilité et d'asepsie. Donc pour notre ponction, c'est une ponction qui se fait dans un plan monoplanaire. Donc notre ampli est toujours dans la même position, il est fixe, on ne retourne pas en 30 degrés, etc. Il est fixe, une petite rotation 8 à 10 degrés. Et donc notre ponction se fait comme suit. On est bien orienté dans le plan frontal, donc c'est ce qu'on voit, on est en face de notre calice, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la profondeur, donc c'est le plan transversal, donc on va petit à petit de derrière vers l'avant, de postérieur en avant, et on cherche, une fois qu'on voit que notre calice il bouge, on pousse notre aiguille à l'intérieur.
Donc là, on commence toujours, bien sûr, comme vous le savez bien, on commence par faire la montée de sonde urétérale. On fait toujours par le néphroscope, on ne change pas. D'emblée, on travaille par le néphroscope pour la cystoscopie, après pour la néphroscopie. Donc on vérifie bien la position de notre sonde urétérale au niveau du rein. Donc et après, vous voyez bien, un seul champage, la sonde urétérale est dans le champ maximum de stérilité, d'asepsie, on ne change pas la position du patient. Donc voilà, je montre un petit peu notre technique qu'on appelle gradual ascent, contrairement à celle de Dr Esquipal, qui fait la gradual descent. Donc on pose donc notre aiguille, là on est en face de notre calice. Là on a choisi de ponctionner un calice inférieur au départ. Donc, on ponctionne, il y a une zone de ponction, non pas un seul point, donc c'est en fonction du calice qu'on veut ponctionner. Et vous voyez bien, une fois qu'on bouge le calice, donc on pousse notre aiguille à l'intérieur, il ne faut pas trop pousser, 2 à 3 mm, il ne faut pas trop pousser. Là, je n'ai pas de retour d'urine ou de liquide, donc je vais un petit peu ajuster mon aiguille. Donc, il faut toujours sortir du rein, non pas faire des ajustements à l'intérieur du rein, sortir à l'extérieur, et je vais changer un petit peu d'angle. Donc j'étais un petit peu antérieur, donc je vais partir un petit peu, vous voyez bien, en postérieur. Et là, je suis en fond de calice. Et là, on a un retour d'urine. Donc après, on met en place notre guide. On est toujours fidèle au guide Roadrunner. Il y a qui préfèrent d'autres types de guides. Donc le guide Roadrunner 0038, il est assez... il est bien, il nous convient bien. Donc, on peut descendre le guide dans l'urtère ou ne pas le descendre, ça, c'est pas un problème. Donc, si on le descend dans l'urtère, c'est mieux. Donc, après, chez ce patient, après discussion avec mon ami, on a préféré ponctionner le calice moyen et laisser le calice inférieur si on veut faire un deuxième accès. Donc là, on a ponctionné le calice inférieur et on a mis en place notre guide. Là, c'est seulement pour vous montrer un autre malade. La même chose, je ponctionne le rein. Donc là, comme tout à l'heure, donc on n'a pas de retour de liquide et je vais changer, je vais sortir un petit peu du rein et changer contrairement à l'autre cas là, je vais aller un petit peu, j'étais un petit peu postérieur, je vais aller un petit peu en antérieur et là, on a le retour d'urine. Donc, bien sûr, après avoir fait ça, on fait une petite incision. Toujours garder l'aiguille, ne pas l'enlever. Garder l'aiguille et inciser sur l'aiguille. Elle sert de bio pour ne pas blesser le guide. Donc, après, on fait une dilatation par dilatateurs faciaux de 6 à 12 ou à 14. Donc, vous voyez bien, il faut bien sentir le dilatateur qui glisse sur le guide pour ne pas faire sortir le guide du rein. Donc, dilater juste ce qu'il faut. Donc après, on a cette petite astuce du professeur Lozrap de mettre un petit bout de coquille de guide Terumo pour mettre un deuxième guide. Nous, on reste fidèle au guide de sécurité, on pense qu'il faut toujours le mettre. Et ça ne dérange pas parce que ce guide n'est pas à l'intérieur de l'emplasmie, il est à l'extérieur. Donc c'est toujours utile de l'avoir. Donc on met en place une autre astuce, c'est de mettre en place une sonde urétérale Charrière 8 et non pas la tige-boule. Bon, au début d'expérience, parfois, si on manipule mal la tige-boule, on peut blesser. Donc avec la sonde urétérale, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien l'adaptation, ça va très bien avec le dilatateur 18. Chez ce patient, on a décidé de faire une mini-perc, donc avec une emplate 18. Donc ça s'adapte très bien. Donc, et on fait notre dilatation du trajet. Il ne faut pas trop dilater. Il faut s'arrêter juste au niveau du calice, un petit peu, 2 mm. On dit toujours qu'on préfère sous-dilater que surdilater. Sous-dilater et rentrer sous contrôle visuel que de surdilater et d'avoir un problème de lésion vasculaire. Donc, on met notre emplate. Donc, et là, on est à l'intérieur du rein. Donc là, on met notre néphroscope. C'est un néphroscope Charrière 12 avec une gaine externe Charrière 15. Donc là, on est à l'intérieur du calice moyen. On voit bien. Il y a des fragments, il y a des calculs de stase dans ce calice.
Donc on voit bien la papille, vous voyez bien là, la papille, voilà l'entrée au fond de papille. Il n'y a aucun problème à être à l'extérieur et rentrer que de se retrouver à avoir une lésion au niveau de l'infundibulum ou au niveau pyélique. Donc là, le calcul il était un petit peu gros pour cette gaine d'emplase, donc on va casser le calcul. Par le choc pulse. Là, c'est une énergie que je trouve magnifique. C'est une combinaison d'ultrasons et de pneumatique avec de l'aspiration. Et donc depuis qu'on ait cette technologie, on l'utilise. C'est vrai que les tiges sont un peu chères, mais bon. Donc là c'est notre ami l'anesthésiste qui est très content qu'on fait la position supine et non pas la position prone. Donc là, vous voyez, vu la direction de notre emplase descendante vers le bas, il y a l'effet washout ou l'effet Venturi, et les fragments, spontanément, ils vont être éliminés. Vous voyez bien, on accompagne les fragments et ils sortent vers l'extérieur. Vous voyez bien la direction de l'emplase garde une pression qui est basse à l'intérieur du rein, et ça ne dérange pas en matière de vision, il n'y a aucun problème. Parfois, il y a des calculs qui sont un peu gros, on peut s'aider d'une pince bipode pour les retirer. Donc, chez ce patient, donc, vous allez voir là, on est un petit peu à l'extérieur, donc c'est bien, ça ne saigne pas. On rentre à l'intérieur du calice moyen. Là, on a nettoyé tout le calice moyen. Et vous voyez bien, au fond, là, il y a l'entrée du calice qui est complètement obstrué par le calcul biélique qui obstrue cette entrée, et on va tranquillement casser ce calcul et rentrer dans le piélon. Donc on casse le calcul au choc pulse. Et on peut parfois utiliser le laser pour casser le calcul, ou le lithoclaste si on l'a. Mais on aime bien cette technique, ce type d'énergie qui nous fait gagner du temps, et avec l'aspiration, ça laisse une pression qui est basse, il n'y a pas d'hyperpression à l'intérieur du rein. Là, seulement pour la vidéo, on l'a montré. On peut aussi utiliser le laser avec la fibre 1000. Mais on préfère le choc pulse. Donc après avoir nettoyé tout le piélon, vous voyez bien là, le piélon il est nettoyé. On peut même descendre au niveau de la partie proximale du urtère pour vérifier s'il n'y a pas de calcul qui est descendu. Donc on revient là, on découvre donc l'entrée du calice inférieur, c'est une partie du calice inférieur. Après, on n'a pas eu à mettre un deuxième accès, donc après quelques mouvements, on a pu déloger ce calcul du calice inférieur et le casser au niveau du piélon. Donc là, c'est la... Je ne peux pas avancer. C'est la fin de l'intervention avec, donc, vous voyez bien, je pense qu'on est stone free, il n'y a pas de calcul au niveau du piélon. Et là, il y a ce geste, j'aime bien le faire, c'est comme tout à l'heure on a parlé d'un côlon qui est latéral-rénal, je fais revenir un petit peu la gaine d'emplase et je check tout le trajet, il n'y a pas de côlon, là, il n'y a pas de saignement. Et donc, on finit par mettre en place notre sonde de néphrostomie. En général, rarement qu'on utilise le tubeless, on laisse pour 24 heures la sonde. Donc, l'imagerie en post-op. Donc, pourquoi je préfère cette position? D'abord, il y a un espace qui est un peu... quand on descend le membre, on a un espace qui est pour travailler, un espace de travail qui est assez large. Et on voit bien les mouvements du néphroscope dans tous les plans. On peut accéder à un calice antérieur, un calice supérieur, il n'y a aucun problème, de façon différente à l'origine, la position de Valdivia, où on a une fenêtre qui est un petit peu limitée. Donc on gagne du temps. Là, vous voyez bien qu'on n'est que deux à faire la position, alors que c'est notre ami Kaji du Népal qui fait une NLPC en position prone. Il y a 7 ou 8 personnels pour faire repositionner le patient.
Il y a le maximum de stérilité, maximum d'asepsie, un seul champage. Donc moins d'hypothermie parce que regardez le liquide avec notre position, il est à l'extérieur, alors que là, dans la prône, il descend sur le patient, donc il y a un risque aussi d'hypothermie. Moins de pression, comme on a dit, vu la direction de l'emplate, moins de pression intrarénale. Moins d'exposition aux rayons. Vous voyez bien, là, c'est une position prône avec une ponction avec la technique Bull Eyes. Vous voyez bien, les deux mains sont sous l'ampli, alors que là, notre main, elle est à l'extérieur. Comme a dit le professeur Husseini, les CIRS et le SBES sont considérés comme la quintessence de l'application de ces positions. Donc là, mon ami Dr Yazami et moi, on fait une CIRS. Là, on voit bien l'aiguille sous endovision, on ponctionne sous contrôle visuel. Et là, en bas, on voit bien l'urétéroscope qui vérifie tous les calices à la recherche de calculs résiduels. La simultaneous bilateral endoscopic surgery décrite par Gusti en 2018. Et là, on voit bien, Dr Yazemi fait une urétéroscopie souple laser du côté gauche pour des calculs résiduels. Et moi-même, je fais une mini percutanée pour un petit coralliforme gauche. En matière de... avec notre position, on peut changer en cours de route, on peut changer de stratégie. Là, c'était un calcul qu'on devait faire par urétéroscopie, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai mis ma gaine en place, je suis descendu et on a retiré le calcul par une dormia. Là, c'est des inconvénients que les prônes position disent en matière de surtout la difficulté pour ponctionner le calice supérieur, l'hypermobilité. Là, on voit bien qu'on peut directement ponctionner le calice supérieur sans aucun problème. Et là, sur la vidéo, on voit bien, on peut, du côté latéral du calice, on peut vérifier s'il y a des calculs au niveau médial. Là, c'était une étude que le professeur Hassani a montrée. Là, seulement pour vous montrer que là, à gauche, c'est un rein droit, à droite, c'est un rein gauche. Et on voit bien, on peut aller du calice inférieur vers les calices supérieurs. La plupart du temps, sans aucun problème. Comme vous le savez, vu l'anatomie du rein, en général, on descend du calice inférieur, on va descendre un petit peu vers le calice supérieur. Et dans ce cas, on va découvrir un beau calcul qu'on va casser par la suite. Désolé pour le retard. Donc là, on peut aussi accéder par un fibroscope. On peut à la fin, par un fibroscope souple, on peut accéder au calice supérieur et retirer ces fragments résiduels par une dormia. Là, la technique de déplacement, le déplacement du rein, on ponctionne le calice inférieur. Elle a été décrite par le professeur Lozer. On ponctionne le calice inférieur, on déplace, vous voyez bien, on déplace l'aiguille en position céphalique. On peut facilement ponctionner le calice supérieur. Vous voyez bien que là, en ponctionnant le calice inférieur, en faisant cette bascule, le niveau du calice supérieur, il va s'abaisser. On peut ponctionner facilement le calice supérieur. Là, c'est une ponction au niveau, la bascule, ça se fait par une aiguille au niveau du calice moyen et pas inférieur. Et ça nous permet de ponctionner le calice supérieur. Donc, cette technique qui a été décrite par le professeur Zorossi pour pallier à la mobilité rénale, et en général, c'est de mettre le guide et de suivre les guides par la pince bipode. On peut disséquer le trajet jusqu'au niveau du rein, sans aucun problème. Vous voyez bien, le parenchyme est là, on avance jusqu'au rein. Donc, d'autres techniques qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est la pression contralatérale, où on met un guide through and through avec un urétéroscope. Donc, en conclusion, je finirai par cette belle étude publiée par une équipe italienne en 2022 qui se demande est-ce qu'il y a toujours une place à la néphrolectomie percutanée et qui conclut que non seulement il y a la place à la néphrolectomie percutanée, mais que son application se fait aux dépens de l'urétéroscopie, surtout avec la miniaturisation des instruments. Et contrairement à Guido Gusti, je dirais que laser position is the way to go. Je vous remercie.